Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette émission où on laisse la parole à nos organismes. Et je suis avec Mme Saint-Georges du Réseau des aidants naturels d'Autry. Bonjour, Mme Saint-Georges, ça va bien? Bonjour, Martine. Vous avez passé un beau mois? Oui, je vous remercie beaucoup. Donc, cette semaine, on va parler de les circonstances qui amènent parfois les aidants à se trouver seuls et isolés. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, souvent, le couple ou les personnes vivent ensemble et puis ils sont comme un petit noyau, ils sont dans leur petit nid d'amour et puis ils ont quelques activités à l'extérieur avec des amis, mais quand on devient un aidant naturel, il faut être capable d'élargir ce réseau-là. Et c'est souvent difficile. Et puis on va voir justement pourquoi c'est difficile. Donc, dans la vidéo, on parle de l'isolement. Tout à fait. Donc, on va aller visionner la capsule, la troisième capsule, sur justement les circonstances qui amènent parfois les aidants à se retrouver seuls et isolés. Et on revient avec Mme Saint-Georges pour en discuter en la suite. Une personne à qui l'on diagnostique un cancer ou encore une maladie dégénérative comme l'Alzheimer ou le Parkinson se retrouve bien souvent isolée. Lorsque l'un de ses proches choisit de lui venir en aide quotidiennement, ce dernier entre également dans cette bulle de solitude. La famille et les amis de l'aidant et de l'aidé les délaissent tranquillement jusqu'à ce qu'il se retrouve isolé et sans aucun soutien. Ces gestes sont vécus par l'aidant naturel comme une démission des proches à son égard, comme un abandon au moment même où il en a le plus besoin. Les circonstances font que l'aidant naturel a moins de temps pour lui et ne trouve plus d'oreilles pour l'écouter. Le dossier des aidants naturels m'a extrêmement intéressée. Il y avait, heureusement, dans mon isolement à ce moment-là, parce que, bon, les amis te trouvent beaucoup moins glamour, tu es moins disponible, donc tu es moins au fait. Donc, j'ai vu ceux qui étaient les vrais d'entre les faux sont restés, mais les autres, au point de vue social, on a vraiment senti un délaissement. Au point de vue de la famille, bien, très souvent, ils sont dépourvus. Ça leur fait peur ou ils sont pas prêts à faire face à la maladie parce qu'au fond, quand on est aidant, on fait face à l'essentiel de la vie. Autant qu'une mère va connaître ce que c'est le début de la vie, le début du cycle, ben nous, on connaît la fin de vie, la fin du cycle. On peut être aidant naturel, on peut être parent, mais d'être parent et aidant naturel, c'est une tâche gigantesque. Et moi, ma plus grande surprise en étant coordonnatrice du RANCA, ça a été de découvrir à quel point les parents sont peu supportés. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Ils font partie de la fameuse zone grise dont on parle. La charge familiale des parents, des autres enfants, d'aller travailler, d'avoir un soutien technique, les chaises roulantes, les lits, les lève-personnes, toute l'organisation sociale qui s'annule. Ces parents-là sont toujours tout seuls, ils ne sont pas invités nulle part, ils ont de la difficulté à trouver des gardiennes de confiance. Au fond, le sacrifice d'un parent aidant est tellement grand dans la société, alors il faudrait le reconnaître. Et ça, le RANCA travaille très fortement à faire reconnaître les autres types d'aidants. Il y a une chose que j'ai appréciée, moi, parce que le RANCA, les aidants naturels, depuis qu'on les a connus, mais on n'est pas beaucoup de personnes avec des enfants handicapés. C'est plus des personnes avec des personnes âgées, des personnes malades, tu sais. Soit leurs parents ou des choses de même. Mais c'était le fun parce que il était là puis il nous encourageait où vous avez pas de place puis tout ça. On a continué à y aller, malgré des fois on ne se sentait pas tellement à l'aise dans le groupe, là, mais en tout cas, on a continué à y aller. Puis c'est plaisant. Juste le fait de rencontrer des gens qui ont des personnes handicapées comme un peu dans notre genre. C'est juste le fait d'en jaser, des fois, ça soulève un peu le... On se sent pas tout seul. On se sent pas tout seul. Je pense que le fait de savoir que la famille est là, pour le moment, c'était important pour elle, c'était important pour moi. Alors, c'est vraiment important que la personne qui aide ait vraiment, elle aussi, là, des ressources, si elle veut continuer à être aidante. Sinon, je pense que ça sera pas facile. La personne va avoir de la misère, puis elle va se sentir toute seule. Il faut vraiment, vraiment sortir de son isolement. Peu importe le temps que ça va prendre avant qu'on sorte de notre isolement, parce que c'est pas évident
de s'avouer qu'on est rendu aidante, puis qu'il faut faire quelque chose pour quelqu'un. Alors, il faut vraiment là, se respecter dans son cheminement pour être capable d'aller chercher toute l'aide qu'on peut, mais à notre rythme, pour se sentir bien tout le temps. L'aidant naturel s'appauvrit inévitablement. La plupart du temps, quand ils sont des personnes âgées, bien, la personne doit piger dans son budget pour pouvoir suppléer à la recette, en fait, aux dépenses familiales, et peu d'argent qui lui reste, au fond, là, parce que les médicaments, tout ça, ça coûte très cher. Et puis tous les services là, qu'on a besoin, tous les appareils nécessaires pour permettre à une personne d'être autonome, ça coûte une fortune. Donc, le budget familial passe beaucoup là-dedans. Alors, l'aidant naturel, lui, il se retrouve là avec un appauvrissement. Et ça, c'est la chose la plus difficile, je pense, pour l'avoir vécu. C'est la chose la plus difficile. Là, on devient dans la simplicité volontaire au tout début. On dit, bon, oui, je vais me passer de ci, je vais me passer de ça. Mais au bout de la ligne, c'est que là, tu aboutis carrément dans quasiment la pauvreté. On vient de voir, Mme Saint-Georges, dans la capsule, comme on a parlé le mois passé, on avait beaucoup de maladies d'Alzheimer, mais on voit aussi qu'il y a des aidants que c'est leurs enfants qui sont handicapés. Ça aussi, c'est pas évident. Non, effectivement. Et parce que les gens prennent pour acquis que c'est un noyau familial, puis qu'ils n'ont pas trop à s'ingérer dans ça. Alors, souvent, ils ne sont pas portés à aller donner un petit coup de main ou à apporter, tu sais, là, leur aide. Alors, c'est pour ça que pour les aidants naturels, que ce soit pour un enfant handicapé ou une personne aînée qui est vieillissante et malade, comme aidant naturel, il faut être capable d'identifier quand on a besoin d'aide. Et puis on disait, hein, il y a une dame dans la capsule, il disait, il faut réaliser qu'on ne peut pas arriver à bout de cette situation-là seul. Non. Puis il faut être capable d'aller chercher le soutien. On revient tout le temps à ça, cette capacité de reconnaître que seul, je ne peux pas y arriver, que j'ai besoin du soutien. Mais ça, c'est encore là, c'est l'expérience, puis notre vécu, puis souvent, on attend trop longtemps, on attend d'être fatigué, puis d'être au bout de la corde pour faire cette démarche-là. Alors, c'est pour ça que dès le départ, moi, je dis, quand la situation change, se transforme, puis qu'on prend un certain temps pour se restabiliser un petit peu, puis commencer les démarches rapidement. Parce que c'est sûr que, par exemple, si, je ne sais pas, moi, mon frère tombe malade, et puis ma belle-sœur ne m'appelle pas, ne demande pas de l'aide, bien, je vais continuer mes petites activités, puis je vais dire, bien, elle n'a pas besoin d'aide, elle se débrouille bien tout seule, sinon elle va le demander. Moi, je prends pour acquis qu'elle va me le demander. Mais l'autre, sa vie, un inconfort, puis à ce moment-là, elle n'osera pas le demander, puis elle va rester toute seule dans la situation. Alors, et c'est pour ça que les gens demeurent de plus en plus isolés, parce qu'ils se retrouvent justement à faire tout seul. Mais donc, vous venez, comme dites, de donner l'exemple du frère qui serait malade. Est-ce que ça serait pas mieux de temps en temps, quand on sait qu'on a un proche qui est malade, d'appeler, dire, appeler la personne qui est aidante naturelle, oui. dire, regarde, as-tu besoin d'aide? Oui. J'ai quelques heures de disponibles, là, je peux y aller t'aider. Oui, bien non, c'est ça. Pendant je vais aller te rendre visite. Pendant ce temps-là, tu pourras aller faire ton épicerie ou, regarde, je peux t'aider des fois, ne serait-ce que juste à faire un petit peu de ménage dans la maison, de faire du repassage. Ou même juste l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active. Oui, prendre un café, jaser, pour permettre à la personne de, moi, se sentir isolée, seule. Parce que c'est vrai que les gens, quand il arrive une situation à cause d'une maladie, c'est vrai qu'on n'est pas tous confortables face à la maladie puis à de l'inconfort. Puis c'est vrai qu'on a tendance, les gens ont tendance à s'éloigner puis de la situation. Et c'est pour ça que les gens restent seuls. Mais si je ne veux pas vivre cette solitude-là, j'ai à dire, bien, je ne veux pas rester seule avec cette situation-là. C'est à moi de faire les premiers pas. Et prendre le téléphone, ça demande beaucoup de courage, là. Oui. Alors, hein, ça prend de l'humilité, puis ça prend du courage, puis dire, bien, je vais prendre le téléphone, puis je vais aller chercher le soutien que j'ai besoin.
Bon, quitte à dire à ma sœur, écoute, est-ce que tu viendrais 2 heures pendant que je vais aller faire mon épicerie? Moi, ça m'aiderait, tu sais, bon, à t'occuper de la personne qui est malade. Ça peut être son beau-frère ou son frère, un exemple comme ça. Ou ça peut être même un enfant qui est handicapé. Est-ce que tu pourrais venir à garder l'enfant pendant que moi, je vais aller faire l'épicerie pour que je puisse avoir ce répit-là, tu sais, où j'ai la tête tranquille, puis je sens que je peux confier en toute sécurité la personne. Même quand il fait beau, dire le matin, d'appeler, dire il annonce du beau temps aujourd'hui, oui. Je te donne du répit, je m'en vais chercher, mettons, exemple, si c'est papa, je m'en vais chercher papa, je te l'amène faire une balade dans notre tour, faire un petit pique-nique sur le bord d'un lac. Toi, tu te reposes. Tu te reposes, tu fais ce que tu veux, tu as une avant-midi ou une demi-journée. Ça peut être avec des petites affaires de même, ou même banales, aller prendre une petite marche avec un enfant qui est malade. Tu vas juste l'enlever aux parents, dire regarde, dans 2 heures, je m'en vais prendre une marche avec. Je pense que ça peut aider, tu sais. Oui. Alors, c'est sûr que l'entourage a une part de responsabilité, puis l'aidant a sa part de responsabilité. Autant le réseau, l'entourage a à offrir, mais autant aussi l'aidant à identifier ses besoins puis à demander s'il a besoin. La solitude, ça crée un désespoir. Ça crée, c'est comme, il n'y a pas d'issue. J'y arriverai. Tu sais, on voit qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Alors, et puis ça engendre, on a dit, hein, la tension puis le stress. Alors, ça s'agrandit. Alors, les circonstances qui font que l'aidant naturel a moins de temps, bien, c'est sûr qu'il y a tout à préparer, tout à organiser, à prendre soin du malade. Alors, là-dedans aussi, il se sent tout seul, puis il se sent abandonné. Alors, mais s'il est capable de dire son besoin, je me sens seule, puis je me sens abandonnée dans cette tâche-là qui est trop lourde, c'est qui peut me donner un coup de main dans ça? Je pense que chacun a son petit bout de réflexion à faire, et pour que tout le monde sorte gagnant de cette situation-là, puis que personne soit laissé. Hein, on pense qu'il y a des gens qui sont tout seuls, puis qui sont laissés à eux-mêmes, puis qui doivent se débrouiller seuls. Alors, il faut aussi avoir les yeux du cœur. Quelles pourraient être les causes de la solitude que peuvent ressentir les aidants naturels? Parce que c'est comme... on n'est pas habitué. C'est quelque chose, c'est un fléau qui s'en vient de plus en plus avec la population vieillissante. Oui. C'est sûr que le manque de ressources proches, de proximité, avant, c'était facile. Il y avait de nombreuses familles. Alors, il y avait 10, 6, 7, 8 enfants. Aujourd'hui, c'est 1 ou 2 enfants. Alors, c'est sûr que à ce moment-là, on voit que les réseaux de soutien sont plus restreints. Alors, c'est sûr que les personnes vont dire « Ah, mais je ne peux pas demander à mon fils ou à ma fille. Elle travaille, elle a sa famille, ses occupations. » Mais je pense que si on est capable de s'asseoir, puis calmement, pas attendre que le volcan soit en explosion, puis exprimer son besoin, puis voir où chacun peut apporter son petit bout. Ça ne prend pas énormément de temps, mais un petit bout. Puis ça c'est rassurant de savoir que, par exemple, une fois par mois, à tel moment dans le mois, bien, ça va être telle personne qui va venir, tu sais, me donner un petit peu de répit, va venir m'aider pour telle tâche dans la maison ou autour de la maison, ou venir prendre soin du malade pour que moi, je puisse bénéficier d'un temps de répit. Alors, ça s'organise, ça se planifie, et c'est sûr que ça demande du courage et de passer outre à la peur du jugement et la honte. Ouais, ça, c'est souvent, on a parlé des sentiments, c'est souvent le premier blocage qu'on a. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont penser que je veux plus les voir. Oui, voilà.